Oui, effectivement, c'est un test, Gauthier Lebret, mais un test à l'échelle nationale. Quand on regarde la carte sur tous les centres pénitentiaires qui ont été attaqués, c'est Plusieurs vertigineux. nuits de suite. Plusieurs nuits de suite. Il y a un risque que ça se poursuive. Absolument. Il y a un risque que ça ne soit que le début, avant le placement dans ces centres spécialisés, donc très sécurisés, des plus gros bonnets du trafic de drogue. Dans l'émission précédente, puisque vous en parliez, on était avec Pierre Botton, ancien détenu, qui soutient l'action du ministre de la Justice, du garde des Sceaux, mais qui dit que ce n'était pas forcément une bonne idée d'annoncer comme cela la volonté de mettre au même endroit les 100 plus gros bonnets du trafic de drogue, que ça pouvait créer ce type de réaction et que ce n'était pas forcément une bonne idée d'en faire la publicité pour trop alerter les narcotrafiquants. Alors, quand il découvre la politique Non, mais bien sûr, mais c'est évidemment, Gérald Darmanin, il fait un politique. D'abord, il promet, et ensuite, il délivre. Et il ne promet pas ce qu'il ne peut pas délivrer avec l'Assemblée nationale qu'il a là. Donc, il a plutôt bien joué. Mais on voit, voilà, les répercussions que ça peut avoir si c'est confirmé que c'est les narcotrafiquants qui sont derrière tout cela. Il faut dire aussi que, pour le moment, il y a une loi qui va être sans doute définitivement adoptée sur les narcos pour lutter contre les narcotrafiquants. Pour le moment, on y va à dose homéopathique. Quand j'entends le ministre de la Justice dire « l'État ne recule pas, l'État ne reculera pas, on est en guerre contre eux, on les fera reculer », je rappelle juste qu'il y a 10 jours à Saint-Ouen, c'est toujours le même exemple, c'est l'école qu'on déplace, c'est pas les narcos. Il y avait des narcotrafiquants autour d'une école qui balançaient leur cam dans la cour de récréation quand les policiers débarquaient. Résultat des courses, c'est les enfants qui récupéraient la cam, la drogue, et qui ramenaient cette drogue à leurs parents. Le problème, c'était visiblement l'école et pas les narcotrafiquants, puisque c'est l'école qu'on déplace. Et vous parlez de Gérald Darmanin, il y a aussi Emmanuel Macron dans un tweet. Ces coupables seront retrouvés, jugés et punis. Ils s'attaquent avec une violence inadmissible aux établissements. Amine El-Khatmi, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est une attaque de la République? Évidemment, on voit bien depuis quelques mois les exemples qui se multiplient. Moi, j'ai eu un témoignage du côté d'Avignon où les réseaux marseillais s'installent en raison de la pression exercée par l'État sur Marseille et les différents plans du gouvernement et du président de la République. Ils se sont déportés sur un certain nombre de villes moyennes de la région. On pense à Cavaillon, à Carpentras, à Avignon, là, en l'occurrence, pour l'exemple que je cite, et ils rackettent les commerçants. C'est-à-dire qu'un certain nombre de commerçants, et notamment un certain nombre d'épiceries de nuit, sont désormais obligés de s'acquitter d'une taxe qui n'est pas prélevée par le trésor public, mais par les dealers, et donc ils doivent verser en cash chaque mois une somme importante, et évidemment, ils ne peuvent pas se plaindre, puisque si, par malheur, il leur venait à l'esprit de s'en plaindre ou de les dénoncer, leur commerce serait évidemment saccagé. Catherine Ney, quand on voit ces agressions, le hall d'immeuble d'une agente pénitentiaire saccagé, attaqué, il y a de quoi se dire on est en sécurité nulle part quand on est agent pénitentiaire. Alors il y a sûrement les narcotrafiquants, parce que ceux qui à Toulon tirent avec des armes automatique, ça c'est sûr qu'aujourd'hui ils ont des réserves d'armes, et ça c'est les narcotrafiquants. Mais il y a peut-être aussi, c'est une hypothèse d'ailleurs que soulevait devant moi William Bolinier, qui est notre conseiller justice, qui disait que le mouvement DDF, vous savez, avec les inscriptions dans les... Défense des droits des prisonniers. Voilà, dans les immeubles où vivent des gardiens de prison, les voitures incendiées. Ça rappelle beaucoup le mouvement de la référence des anarchistes syndicalistes des années de plomb en Italie. Ça avait commencé exactement comme ça, des attaques de prisonniers, c'était la défense de... et il y a eu beaucoup de... Il y avait plus de 300 morts, des blessés. Enfin, ça a été une grande vague qui a été très, très lourde en Italie. Alors, est-ce que l'extrême gauche, ça c'était l'extrême gauche, est-ce que là, l'extrême gauche s'est jointe, vous savez, il y a plusieurs mouvances qui se rejoignent. Mais convergence. Oui, et il faut voir, on se souvient de l'un des plus célèbres, si on peut dire, entre guillemets, c'était Cesare Battisti, qui avait tué des commerçants, son gardien de prison, et qui était venu à Paris, qui avait toujours nié, qui était... protégé par François Mitterrand. Je me souviens même Bernard-Henri Lévy qui l'avait défendu, enfin, parce que c'était l'extrême gauche repentie et tout ça. Et puis, quand la droite est revenue au pouvoir, il était menacé d'extradition. Il est parti au Brésil pour se cacher. C'est finalement le président brésilien qui l'a extradé
En Italie. Il est aujourd'hui à perpétuité en Italie, où il s'est moqué des Français en disant mais bien sûr j'étais coupable, c'est moi qui ai tué. Enfin voilà. Mais il faut dire qu'il y a encore ces gens en France. Et il y a 2 ans, la Cour de cassation a refusé d'extrader, alors que l'Italie le demandait, 10 qui sont en France, 10 ex... Vous pensez que c'est plutôt l'extrême gauche des narcotrafiquants? Non, c'est un mélange des deux. Ah oui. Non, c'est la jonction de tout ça. Il y a aussi un mouvement politique. On ne sait pas. Le ministre de la Justice a plutôt laissé entendre que c'était les narcotrafiquants. Il n'a pas ciblé l'extrême gauche dans ses prises de parole. L'enquête le dira, mais pour le moment, on ne sait pas. André Vallini. Moi, j'ai répété ce que me disait William Molinier, qui fait des enquêtes très bonnes informations, plus pointues auprès de différentes... voilà. André Vallini, on va écouter avec vous, si vous le voulez bien, Béatrice Brugère, qui est magistrate, qui était l'invitée de Sonia Mabrouk, qui dit que l'État a déjà reculé, et que l'État a déjà perdu un grand nombre de territoires. Écoutez-la. En vrai, l'État a déjà reculé. C'est pas que l'État ne reculera pas, c'est que l'État essaie d'avancer. C'est l'inverse. C'est-à-dire que l'État a tellement, perdu certains territoires. On l'a vu dans le rapport narcotrafic. Et je crois que le ministre l'a dit ce matin. On a le plus jeune tueur à gages, 14 ans, il vous l'a dit, qui a été télécommandé d'une prison. Et ce que fait notre ministre, c'est qu'il essaie de reprendre la main. Et c'est là où on sent le frottement, et c'est là où, en effet, ça ne peut pas bien se passer. Donc ce n'est pas prêt de s'arrêter, là. Si demain, vous allez faire exactement la même démarche, et tout le monde le sait ici, on va être assez lucide sur ce qu'on appelle les quartiers perdus de la République. Mais personne ne va vous accueillir avec des ballons roses, des carambars et des bouquets de fleurs. Voilà le constat de Béatrice Brugère, André Vallini. On est face à une guerre, là. Oui. Elle est bien réelle. Oui, il y a quelques semaines, elle est sur notre territoire. Hein. Oui, tout à fait. Et on parlait il y a quelques semaines sur ces plateaux, notamment de la mexicanisation de la France. Je trouvais que l'expression était un peu audacieuse, un peu exagérée. Là, je dois reconnaître que depuis 2 ou 3 jours, avec ce qui se passe la nuit dans les prisons, c'est un peu la mexicanisation à laquelle on assiste. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas penser que l'État a reculé, que l'État a perdu. Je trouve que Béatrice Brugère, que j'apprécie beaucoup, est un peu défaitiste. Et je pense que l'État ne recule pas, contrairement à ce que l'on pense. Sur l'école de Saint-Ouen, j'ai été choqué, bien sûr, Gauthier Lebret. L'État a reculé? Non, l'État a reculé temporairement. L'école va revenir là où elle était. Ah bah oui, l'école va revenir là où elle était. Ça va prendre quelques semaines. Ils sont en train de nettoyer les quartiers. On attend, on verra. On attend. Mais il y avait juste les vacances de Pâques qui permettaient de nettoyer le quartier. C'est 2 semaines pour que les élèves retrouvent leur classe à la rentrée. Mais visiblement, 2 semaines, ça ne suffit pas pour faire déplacer 5 dealers. On va voir à la rentrée si l'école revient là où elle n'aurait jamais dû partir. Enfin, un dernier mot pour dire que moi, je me demande si ceux qui tirent la nuit sur les prisons sont assez naïfs, stupides, pour croire que l'État va reculer, que l'État va baisser les bras, qu'on va leur donner satisfaction. Non, jamais, l'État ne reculera pas. Et Darmanin a raison d'être ferme. Et le gouvernement... Vous trouvez par exemple que dans les quartiers nord de Marseille, l'État n'a pas reculé? L'État est chez lui dans les quartiers nord de Marseille, par exemple. Allez dire ça aux policiers qui sont toutes les nuits sur place. Ils n'ont pas les policiers font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas l'impression de reculer. Ils n'ont pas forcément suffisamment de moyens. Ils ne sont pas suffisamment appuyés. On leur donne pas forcément on les couvre pas. On leur donne pas les ordres pour y aller vraiment et pour rentrer dans ces quartiers et pour assumer les conséquences. Restons sur les prisons, Gauthier. Amine El Khatmi. Il y a des quartiers où l'État n'est plus chez lui. On assiste quand même, André, à des choses qui nous paraissent proprement sidérante. On a appris aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, que les réseaux de deal investissaient les concours de gardiens de prison. Ils envoient des candidats. On le sait depuis quelque temps, ça. Oui, enfin, ça fait pas 10 ans. C'est quand même relativement récent. Je suis même pas sûr que lorsque vous étiez en responsabilité, ce genre de choses se passaient. Ils investissent les concours de gardiens de prison pour pouvoir avoir à l'intérieur des relais pour pouvoir gérer le deal depuis la prison. Ça paraît quand même sidérant. Tout à fait. On n'est pas loin du narco-État. Je pense aux agents pénitentiaires, parce qu'ils sont évidemment les premiers visés. Écoutez le témoignage de Benjamin Marou, secrétaire UFAP-UNSA, qui se demande jusqu'où ça va aller pour eux. On se dit à un moment donné où est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Toulon, on a vu ce qui s'est passé à Aix, encore cette nuit au domicile d'un agent pénitentiaire du CPX Luynes, où on se dit qu'à un moment donné ça a pris des proportions qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne maîtrise jamais en temps normal, mais que là à quel moment ça peut s'arrêter. Je veux dire, jusqu'au domicile des agents, on va faire quoi? On va prendre en otage des agents chez eux, je sais pas, on peut tout imaginer, mais ça peut aller très loin, en tout cas dans les exactions, oui.
Geoffroy Lejeune là-dessus, on pense au personnel pénitentiaire et ils pensent qu'ils ne sont pas en sécurité, que l'État n'est pas capable d'assurer leur sécurité. Ils ont raison, il y en a quand même 2 qui ont été assassinés l'année dernière pour l'évasion de Mohamed Amra, donc ils ont des raisons d'être inquiets en effet. Par ailleurs, c'est vous qui disiez que tout ce qui porte un uniforme aujourd'hui est en danger en France, c'est la vérité. Nous, à Avignon, on connaît le cas d'Éric Masson qui a été assassiné en plein centre-ville, dans un coin qui n'est pas très très éloigné de la fac où on s'est connu avec Amine, donc tout ça pour vous dire que c'est quand même l'investissement de certaines zones où on pensait être relativement protégé de ça. Moi, je pense que c'est une conquête. Je pense que Gauthier a raison qu'il y a des quartiers aujourd'hui où l'État a arrêté d'essayer d'y aller. Évidemment, la police fait ce qu'elle peut dans ces quartiers-là, mais quand vous regardez notamment le film Bac Nord qui a permis de populariser cette question dans les quartiers nord de Marseille, au moment où ils emploient les moyens qui sont en leur possession et un peu plus que ces moyens-là, ils se font abandonner par leur hiérarchie et ils finissent en prison. Donc Exactement. En fait, c'était ça la leçon de ce film. Qui a été détruit par toute une partie de l'espace médiatique. Bien Il a sûr. traité de film évidemment. fasciste d'extrême droite. Libération, par le public. Libération, il est allé, c'est sûr. Et donc, il y a ces quartiers qui ont été perdus. Ensuite, il y a ces zones d'ailleurs s'étendent de plus en plus. Maintenant, on parlait tout à l'heure, il y a les campagnes qui sont investies. Et j'ai l'impression que la prochaine zone de conquête, c'est la prison justement, parce que la prison est l'endroit où, dans notre inconscient collectif, c'est l'État qui est maître, parce que c'est là qu'on enferme les méchants, c'est là qu'on protège la société des méchants. Et aujourd'hui, ils veulent faire tomber ce symbole-là. Moi, j'ai vu il y a quelques temps, on a commenté ça ici, des images d'attaques au mortier de prison qui étaient presque de l'ordre du folklore. C'était un peu gentil. Maintenant, c'est des tirs à balles réelles. C'est des attaques coordonnées. Et j'ai le sentiment que le message qu'ils nous envoient, c'est même là où vous êtes censé être chez vous, en fait, on est chez nous, nous aussi. Et j'avais lu un témoignage il y a un peu plus d'1 an d'un narcotrafiquant qui racontait ce que c'était pour lui la prison. C'était, Laurence appelait ça tout à l'heure, du télétravail. C'était du télétravail, c'était une manière de continuer de se reposer et d'être à l'abri, d'être un peu en sécurité, parce que pour eux aussi c'est dangereux comme métier, d'être un peu en sécurité et de continuer à gérer ses affaires sans être trop inquiété par ce qui peut se passer dans la rue. Donc tout ça pour vous dire que, puisque pour l'instant l'État n'a pas gagné beaucoup de ces batailles de territoire, je suis un peu inquiet pour la prochaine. Édouard Tétrault. Tout à fait d'accord avec Geoffroy. Et d'ailleurs, je voudrais mettre un chiffre en perspective là-dessus, sur ce symbole de l'État, cette réalité de l'État, sur un qui ne doit pas tomber. C'est 0,78%. Le budget que nous consacrons aux prisons, 5 milliards d'euros par an, c'est 0,78% du budget que nous consacrons à notre sécurité sociale. Donc à un moment, s'il s'agit de dérembourser un paquet de médicaments totalement inutiles, excessifs, etc., pour faire en sorte qu'on ait des prisons mieux gardées, plus robustes, plus nombreuses, eh bien voilà, je crois que c'est aussi à nous de jouer, de le faire savoir par nos votes et nos choix politiques. Il faut mettre l'argent là où l'État aujourd'hui est trop faible. Et on a un sondage CSA européen pour le JD européen de CNews qui révèle que 85% des Français veulent la construction de nouvelles prisons en France. Ils sont unanimes. Le problème, c'est qu'évidemment, dès qu'on leur dit c'est à côté de chez eux, ils ne veulent pas, parce que personne ne veut avoir une prison à côté de chez soi. Gauthier Lebret, comment on fait ? On s'en sort pas alors ? Tout le monde veut que la prison soit chez les autres. Tout le monde est pour. Mais pour que ça soit chez le voisin. Donc c'est la difficulté, mais au bout d'un moment, je pense que, alors vous avez vu que Gérald Darmanin a promis 3000 places supplémentaires en préfabriqué en 1 an et demi, donc très bien. Le délai quand même, c'est pas demain, c'est 1 an et demi, mais bon, il vaut mieux ça que rien du tout. Et je rappelle évidemment la promesse qui ne sera jamais tenue d'Emmanuel Macron sur la construction de milliers de places de prison. Il y en a tant d'autres. Mais au bout d'un moment, oui, il y en a une qu'il a réussi à tenir, c'est Notre-Dame en 5 ans, mais à part celle-là, visiblement, c'est compliqué. 85%, au bout d'un moment, il faut peut-être imposer aussi aux maires et donc à certains administrés, écoutez, il y aura une prison ici, une prison qui sera très sécurisée, ne vous inquiétez pas, mais on a besoin de trouver des endroits en France, des terrains pour construire des places de prison. Un dernier mot, Catherine. Oui, enfin, il faut bien dire que c'est vrai que les résultats ne peuvent pas être très probants pour l'instant, parce que là, Gérald Darmanin vient d'arriver au ministère de la Justice et Bruno Retailleau n'est pas là depuis très longtemps, et on a l'impression que la jonction des deux, pour une fois, ils sont d'accord, mais ça vient juste de commencer, parce que jusqu'ici, depuis le début, depuis de 20 ans, je veux dire, d'abord, il y avait toujours une opposition entre l'intérieur et la justice, et en tous les cas, la prison, on en parlait pour ne pas les faire. Et ça fait des années. Et donc là, il y a une prise de conscience. Et c'est vrai que c'est difficile parce que les maires voudraient bien une prison parce que ça rapporte de l'argent. Veulent pas. Les habitants qui n'en veulent pas. Évidemment. Mais là, on a l'impression que la prise de conscience, parce que on est bien obligé de cette reconnaissance est assez récente au niveau gouvernemental. Après, il est vrai
faut sans doute imposer les prisons, c'est ce que je disais à l'instant, mais bon, si les prisons se font rafaler tous les soirs et que des véhicules sur le parking brûlent tous les soirs, et les agents évidemment ciblés jusque dans leur résidence privée, on peut comprendre la fébrilité des habitants. Il faudrait peut-être un État fort pour éviter cette fébrilité.